Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bonjour, ici Garland Nixon en compagnie d'Andrei Marcianoff. Scott va arriver à un moment donné, mais c'est pas grave, on peut commencer à parler. Tu sais, une des choses à laquelle je pensais, Andrei, c'est que traditionnellement, on parle de la Russie comme d'une armée terrestre très, très dominante. Traditionnellement, les États-Unis, un peu dans la tradition de l'Empire britannique, se voyaient comme la puissance dominante et ont pu être à un certain moment la puissance maritime dominante, n'est-ce pas? Oui, absolument. Cependant, maintenant, même si la Russie est une armée terrestre dominante, si vous avez des missiles avec la précision, la portée et la capacité, vous devenez une puissance maritime dominante. En fait, sans même avoir le nombre de navires ou quoi que ce soit d'autre, vous devenez une puissance maritime dominante grâce aux seuls missiles. Oui, c'est intéressant que tu en parles parce que avant de venir ici, je préparais ma vidéo pour demain, d'accord? Je prépare toujours la veille, puis le matin, je consulte les dernières données et c'est tout. Et j'ai le document, il n'était pas classifié, mais c'était un document très important du Defense Science Board au Pentagone. À l'époque, on sait ce que le département de la Défense appelait, aujourd'hui, c'est le ministère de la Guerre, peu importe. Donc, en 2008, ils ont envoyé ce mémorandum. C'est en fait un gros document dans ce volume 1, puis il y a toutes sortes de tableaux. Le Science Board l'a envoyé au secrétaire à la Défense et il a également été envoyé en copie à l'office de l'autre secrétaire pour l'acquisition et la technologie. Et il était intitulé « Surprise de capacité ». Et ils ont dit « Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas ». Mais ils vous ont présenté pourquoi les États-Unis sont constamment surpris partout. Et ils ont ce merveilleux, un certain nombre de points sur lesquels ils ont insisté pour expliquer pourquoi les États-Unis perdent des guerres, ont toujours cette surprise et maintenant cette surprise de capacité. Et c'est un document merveilleux parce que tu peux lire là-bas une réflexion assez substantielle derrière cela. Évidemment, ça n'a abouti à rien, précisément à cause des raisons qu'ils indiquent également là-bas. Et depuis lors, comme si tu suivais à l'époque leur nouvelle d'eux, et je me souviens très bien de cela, en 2008, immédiatement après avoir, en gros, nettoyé le sol avec l'armée géorgienne, qui était co-commandée et approvisionnée par les États-Unis et Israël et tout ça. En 5 jours, l'armée russe, qui était complètement à la traîne, tu sais, elle l'a terminée. Et puis les nouvelles ont commencé à circuler que, oh d'accord, il y a ce truc, tu sais, les nouveaux missiles anti-navires arrivent et bien sûr les hypersoniques. À cette époque, comme tu peux le comprendre, comme cela avait été prédit dans ce document de 2008, les États-Unis l'ont simplement écarté. Oh, ça n'arrivera pas, c'est impossible. Qu'est-ce qu'ils se sont trompés? Je veux dire, ces gars du Conseil scientifique, ils avaient raison. Par contre, le Pentagone, lui, ne l'a pas été. Et donc, quand soudainement tu as le changement de tout l'équilibre des pouvoirs, parce que oui, le fondamental qui est également prescrit là-bas, tu sais, le « oh, nous ne pouvons pas le résoudre avec les moyens existants ». Non, tu ne peux pas, c'est une révolution et tu ne peux pas l'intercepter. Il n'y a rien pour l'intercepter. Et maintenant, il y a toutes ces démonstrations, tu sais, notamment S, ce qui n'est évidemment pas anti-navire, mais nous ne savons pas comment ils peuvent en gros faire le ciblage, tu peux t'attendre à toutes sortes de choses qui se passent là-bas. Donc, tu peux le voir par toi-même. Le domaine hypersonique est maintenant mature. Seule la Russie le possède dans ce. Et ce qui est le plus important, c'est qu'elle l'a utilisé avec un effet dévastateur dans le combat réel. Il a des cibles réelles et à la fois navales et les ports, tu sais, l'infrastructure et des choses de cette nature. Et je ne parle pas du S, je parle du 3M22 Zircon. Tu sais, bien sûr, il y a un truc drôle appelé Kinjal, tu sais, avec une portée de 2500 km. Le Zircon à 1500 km. Tout cela est au-delà de la bonne. En gros, touche du plus éloigné à la limite de la patrouille de combat de l'alerte précoce. Tu sais, les Either Hawkeyes et des choses de cette nature. Ils ne voient même pas, et d'abord, ils ne peuvent pas le toucher, parce que tout se passe bien au-delà de ce qui était. Ils disent, oh, le groupe de combat de porte-avions, tu sais, sort et touche tout jusqu'à 1000 km. Eh bien, s'ils peuvent le lancer depuis 2500, eh bien, bonne chance pour l'intercepter ou même réagir à cela. Et donc, quand soudain vous avez cette situation, plus évidemment, la Russie a introduit
ces nouveaux sous-marins nucléaires absolument ultra-modernes, les plus avancés. Et alors, soudain, oui, vous avez cette situation, mais et c'est pourquoi nous observons ce qui se passe en ce moment, car même lorsque vous lisez la sécurité nationale ou la stratégie, qui était étonnamment, vous savez, du bon sens en quelque sorte, c'est toujours le document de Trump. Mais en particulier la défense, la stratégie de défense nationale 2000 ou 2026 NDS. Ils l'ont publié quand? La semaine dernière. Peu importe comment vous utilisez le langage, c'est carrément, vous savez, une admission directe que oui, nous sommes fichus. Vous savez, donc marquons pour l'instant ou affirmons notre possession de l'hémisphère occidental. Pas que beaucoup de gens suivront vraiment de nos jours, mais au moins nous pouvons saisir cela, vous savez, et ensuite jouer en Asie du Sud-Est avec la Chine. Les États-Unis voient toujours la Chine, malgré toutes ces déclarations, comme l'ennemi. Mais la Russie, soudainement, oui, les Russes ne vont pas attaquer l'Europe. Correct. Pourquoi les Russes attaqueraient-ils l'Europe? Les Européens se tueront eux-mêmes? Bien sûr. Rideau de fer, laissez-les gérer cela. Vous savez, et en conséquence, nous avons ce changement total de l'équilibre des pouvoirs dans le monde et le fait que les États-Unis, si vous regardez maintenant, Roosevelt, n'est-ce pas, est avec son groupe de combat de porte-avions dans la mer d'Arabie et près de l'Iran, vous savez, et de l'Inde, essentiellement dans l'océan Indien. Et je ne pense pas que vous puissiez intimider l'Iran avec un seul ou d'ailleurs 3 groupes de combat de porte-avions. Ce ne sont pas le genre de gars, vous savez. Donc, c'est tout. C'est l'étendue de votre pouvoir. C'est tout. Eh bien, vous savez, si nous revenons à l'époque des voiliers, à quoi servait la puissance maritime? Eh bien, vous aviez des canons et vous deviez vous mettre à portée de l'autre navire ou de l'autre port et ensuite celui qui avait la plus grande portée. Vous savez, c'était une question de portée à l'époque, mais la portée était d'environ, vous savez, un demi-mile, un quart de mile, quelques kilomètres, quoi qu'il en soit. Quelques-uns, oui. Mais donc, oui, d'accord. Mais maintenant, eh bien, voilà, Scott Ritter. Monsieur Ritter. Désolé. Mais ce dont nous parlons, c'est comment, vous savez, la question des missiles a changé. Vous savez, la guerre, vous savez, quand il y avait des voiliers, d'accord, une grande puissance maritime avait tous ses navires et ils se rapprochaient suffisamment. Vous savez, pour que les canons puissent se frapper mutuellement. Ou vous aviez une petite île, peut-être à l'extérieur de votre ville qui avait quelques canons, donc ils ne pouvaient pas entrer complètement dans le port. Et aujourd'hui, il suffit d'avoir un sous-marin équipé de missiles ayant une portée de 1500 à 1700 kilomètres. Vous positionnez quelques sous-marins à travers, par exemple, l'océan Atlantique. Vous couvrez tout l'océan Atlantique avec une demi-douzaine de sous-marins. Donc, voilà, mon point étant que tout cet argent que nous dépensons pour les navires et toute cette discussion sur ces grands navires, voici mon point. Vous devez utiliser la diplomatie maintenant, car si vous vous impliquez. Oh, absolument. Ce serait. Soit avec l'Iran, vous allez. D'accord, oui. Perdre des navires. Si nous étions restés dans la mer Rouge, nous n'aurions pas à perdre des navires. Nous n'allons probablement pas, espérons-le. Nous n'allons pas là-bas. Et au moins, il y a cette compréhension. Gardez à l'esprit, lorsque les États-Unis sont vraiment devenus furieux à la fin du 19e siècle et que toutes ces idées navales et le navalisme ont commencé à se propager, c'était à cause du navire blindé chilien. Je ne me souviens pas du titre. C'était une sorte de titre espagnol. Les Exocet? Non. Je parle, disons, de 1890. Oh, je vais parler de cela. 1901. Wow, 1900 ans. Quand tout le monde se disait « Oh mon Dieu, ce truc a des canons avec une portée de 20 km et nous sommes à San Francisco, que va-t-on faire ?» Vous savez donc, oh mon Dieu, et les États-Unis ont lancé ce programme naval massif. En gros, leur projet de loi a été adopté par le Congrès et tout ça. Donc, et puis c'est en quelque sorte continue avec cela. Et puis soudain, eh bien, c'est différent aujourd'hui, vous savez. Scott, vos réflexions sur la façon dont les missiles et les drones ont changé le visage de la guerre. Point final. Eh bien, ils ont. Je veux dire, c'est une révolution dans, vous savez, la technologie militaire semblable à la mitrailleuse. Semblable, vous savez, fusil à répétition. Oui. Quand vous obtenez des armes, vous savez, les tactiques changent. Mais une chose que nous avons toujours vue, c'est que chaque arme a sa riposte. Vous savez, les drones maintenant, c'est juste fascinant de voir comment, quand les opérations militaires spéciales ont commencé, rappelez-vous, la révolution dans la guerre des drones était le turc. Bayraktar. Pardon? Ça s'appelle le Bayraktar turc. Oui, et vous savez, ils avaient leur mis. Et cela a tout changé. Ce drone a vraiment tout changé. Et aujourd'hui, ils ne volent même plus. Je veux dire, parce qu'ils ne survivent pas.
Enfin, les drones maintenant, vous savez, il y a le nombre de différents types de drones. Je parlais avec un commandant de l'unité Burevestnik, qui est une unité de guerre de drones dans le second, zone d'opération du corps d'armée. Et vous savez, vous commencez par le petit, vous savez, drone FPV, mais même le drone FPV, vous savez, nous, les drones en vue à la première personne étaient, vous savez, ce sont les attaquants. Mais ils les utilisent pour la reconnaissance, ils les utilisent pour la guerre électronique, ils les utilisent pour, vous savez, la logistique, le ravitaillement. Et puis vous montez aux autres drones qu'ils ont, vous savez, aux Shaheds. Et maintenant, il y a les Shaheds de nouvelle génération, à réaction et tout ça. Ça a tout changé. Je veux dire, aujourd'hui, l'utilisation des drones est la même chose avec les missiles. Quand cette guerre a commencé, vous savez, le missile Iskander était, vous savez, un atout de niveau armé rarement utilisé. C'était comme, nous avons un Iskander, gardons-le, et vous savez, peut-être qu'on le tirera sur une installation de commandement. Aujourd'hui, ils tirent simplement des Iskanders. Je veux dire, parce que la nature même de la guerre a changé, et ces frappes de précision à longue portée, vous savez, Seymour Hersh vient d'écrire un article où nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails. Mais vous savez, il y avait une citation là-dedans où, vous savez, apparemment Gerasimov se plaignait, vous savez, des canons d'artillerie, vous savez, qui étaient, vous savez, usés par les tirs, et nous n'avons pas de. Quand cette guerre a commencé, vous savez, il tirait, vous savez, 50 000 à 60 000 obus par jour. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'artillerie est une arme de précision. Les drones sortent, localisent la cible et ils amènent leur artillerie et tirent, car ce n'est pas survivable. En fait, l'artillerie ne survit pas aujourd'hui si vous avez des tirs d'artillerie massifs. Alors, ils amèneront l'artillerie, vous trouverez la cible, vous tirerez et ensuite. Et ils se déplacent. Toute la guerre a changé, la façon dont et l'Occident ne saisit pas vraiment ce qui se passe. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Je veux dire, je ris quand je ne veux pas me moquer des Marines parce que, vous savez, je suis un ancien Marine et j'aime mon corps des Marines. Vous savez, ils ont créé une unité de drones maintenant et, vous savez, ils sont là-bas à faire de la recherche. Vous savez, le développement de la recherche. Et ils découvrent essentiellement, je veux dire, ma femme et moi, nous sommes allés voir cette pièce de Harry Potter à Broadway. Oh, cool, d'accord. Cool. Petite histoire amusante. Mais nous avons décidé que nous allions commencer à regarder. On a regardé la saga Harry Potter et je me souviens du premier film, cette découverte de la magie. Je veux dire, alors que Harry Potter venait juste de découvrir la magie. Et chaque fois qu'il le faisait, c'était comme « Waouh, la magie. Waouh, la magie. Waouh, la magie. » Eh bien, c'est comme les Marines. Waouh, vous voulez dire que nous pouvons larguer une grenade depuis un drone? Nous pouvons larguer une grenade depuis un drone? Oh, vous savez? Et puis, vous savez, leur yeux était « Nous allons écraser le drone ?» Non. Je suis simple caporal. J'ai signé pour ce drone de mon premier sergent. Je vais retourner le drone à mon premier sergent intact parce que c'est ce que je fais. Non, prenez le drone et écrasez-le. Non, je ne vais pas écraser ce drone. Vous savez, jusqu'à ce qu'ils réalisent soudainement que c'est ce que les drones sont censés faire. Et ils font bang, bang, bang. Vous savez, nous découpent. Mais les Ukrainiens et les Russes, ils ont déjà fait cela. Ils ont. Vous savez, ils sont des airs en avance sur nous en matière de guerre des drones et de guerre des missiles balistiques. Les Iraniens, ils ont transformé les missiles balistiques conventionnels en une dissuasion de niveau nucléaire. Israël est mort de peur en ce moment. Ouais. Des missiles balistiques conventionnels iraniens, parce que les Iraniens ont maîtrisé la technologie. Ils ont produit des missiles qui ont, vous savez, des capacités différentes. Et quand vous les combinez dans leur totalité, c'est une capacité de destruction d'une nation. Donc, vous savez, nous ne comprenons pas cela. Je vais m'arrêter là. Vous savez, Andriy, je vais dire ceci en regardant la première fois où les Iraniens ont riposté contre Israël. Vous savez, après qu'ils ont bombardé leur consulat ou quelque chose à Damas. Et je pense que c'était quelque chose de nouveau pour moi parce que traditionnellement, vous savez, certains avions ou missiles arrivent, la défense aérienne tire. Nous avons dit que c'était un peu. Si vous vous souvenez, quand la première fois que Trump a lancé une série de Tomahawks sur les Syriens, certains ont été abattus. D'accord, toutes ces choses. Et puis les Iraniens ont fait quelque chose de différent. Ils les ont inondés de drones, puis ont envoyé des missiles, et nous n'avions vraiment jamais vu cela auparavant. Ouais. Une nouvelle capacité tactique de drones, missiles, que le dôme de fer était comme un dôme en carton. Eh bien oui, le dôme de fer est conçu principalement pour abattre ces roquettes Katyusha fabriquées à partir de tuyaux d'eau, vous savez. Et c'est subsonique, c'est une trajectoire balistique facilement prévisible une fois que leur propulseur cesse de fonctionner. Et c'est ce que fait le dôme de fer.
il vole sur une trajectoire balistique classique assez haute, donc facilement détectable, et des choses de cette nature. Et soudain, vous avez cette situation qui est, d'abord, ils submergent en gros, ils dégradent énormément leur capacité de réponse de la défense aérienne. Et puis, comme je l'ai déjà dit, cela a été classé par les Israéliens pour une raison. Vous ne pouvez pas autoriser de vidéos ou de photos des dommages réels. Vous savez ce qui s'est passé. Et rien qu'à Tel Aviv, il y a eu 44 000 demandes d'indemnisation pour ce qu'a fait l'Iran. Et nous parlons de, vous savez. Alors, et le dôme de fer est juste, vous savez, c'est drôle. Mais le pire, c'est que le TAAD a échoué lamentablement. Et puis, bien sûr, nous avons toussé. Ils les appellent israéliens. Ils ne sont pas israéliens. Ce sont des systèmes de défense aérienne, Raytheon et Boeing. Ils ont juste dévissé et fabriqué, vous savez, aux États-Unis, vous savez, le machin est vissé dans l'étiquette, fabriqué en Israël. Donc, eux, fondamentalement, l'Iran les a laminés, vous savez, les a absolument martelés. Et c'est pourquoi ils se sont précipités vers oncle Vladimir, vous savez. Et c'est pourquoi Séoul a ensuite commencé cette histoire de MAF. Et l'Iran a dit, d'accord, envoyez juste votre fichu B2 ou peu importe, avec cette Moab, vous savez, la mère de toutes les bombes. Et donc, ils sont venus, ont largué ce foutu truc, vous savez, et c'est tout. Ça s'est arrêté. Et maintenant, ils ont aussi négocié. Et encore une fois, la Russie a participé. Vladimir Poutine était directement impliqué, car il a des relations, disons-le ainsi, ce n'est plus de l'amitié avec Netanyahou. Et évidemment, l'Iran et Israël ont pris l'engagement de ne pas se bombarder, du moins pas encore. Mais l'Iran se prépare clairement, donc. Et jusqu'au cas où, oui, ça pourrait être terrifiant, je veux dire, ce qu'ils peuvent faire. Mais le bon signe est que le personnel sur les bases militaires américaines retournait donc, ce qui est bien. Cela signifie que cela s'est un peu calmé. Personne ne veut que les soldats américains tuent, soient tués, vous savez, et ainsi de suite. Et nous avons le Roosevelt, ce groupe de combat de porte-avions, les Houthis s'en fichaient, vous savez. Les Iraniens encore plus, vous savez. Ils s'en fichent. Vous pouvez envoyer 3 groupes de combat de porte-avions, les Iraniens s'en fichent, vous savez. Donc, ils sont prêts. Et bien que Vladimir Poutine ait déclaré, vous savez, il y a 6 mois, vous pouvez le voir, c'est dans les nouvelles partout, il a dit, nous avons proposé à l'Iran, à ce moment-là, de coopérer sur la question de la défense aérienne. Ils ont refusé. Je ne pense pas qu'ils refusent encore aujourd'hui. Et ce qui est le plus fascinant aujourd'hui, c'est dans les nouvelles. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais non, c'est officiel, qu'ils exigent maintenant, remarquablement, l'Iran, ce qui est en fait une bonne chose. Je pense que c'est légitime que la Russie doive être en charge de l'évaluation de la situation stratégique autour de l'Iran et à l'intérieur de l'Iran. Évidemment, il y a des CA, eh bien, les Russes ont des capacités. Et donc, ils ont un peu dit ouvertement, d'accord, oui, vous les gars, occupez-vous-en. Nous avons notre truc, nous sommes prêts. S'il vous plaît, vous savez, informez-nous. C'était une sorte de forme voilée pour dire, les gars, s'il vous plaît, donnez-nous tout ce que vous avez. Les Russes le feront. Vous savez, je voulais vous demander cela, Scott, parce qu'une des choses que j'ai dites est qu'apparemment, les crétins qui dirigent ce pays n'ont pas compris. Quand vous commencez à obtenir ce type de armes, vous pouvez être une superpuissance, mais si quelqu'un fait passer un missile, bon sang, ils peuvent faire des dégâts. Vous savez, vous pouvez perdre beaucoup de monde si un navire est touché. Tout navire touché par un missile, certains de ces missiles, vous savez, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc, il est important de faire de la diplomatie. Maintenant, en voici une que je vous lance, Scott. J'ai lu, apparemment, Dmitri Peskov a dit que les Russes ne parleront pas à Kaja-Kalas sous aucune circonstance, et les Américains non plus. Que les Américains et les Russes, maintenant, nous savons déjà que les Chinois ont dit « nous ne parlerons pas à elle ». Moi, les Européens sont hors jeu. Je veux dire, ils se sont retirés de cela. Depuis le début, les Russes ont dit « oui, nous leur parlerons à l'Amérique ». Et ils sont là à rester en retrait et à essayer de tout gâcher. Puis ils mettent ce clown Kaja-Kalas sur le devant de la scène. Ce n'est même pas de la diplomatie sérieuse. Et maintenant, les Russes et les Américains ont tous deux dit « nous ne parlons pas au clown ». Scott. Je pense qu'Ursula von der Leyen dit aussi qu'elle ne parle pas au clown non plus. Oui. Elle est partie en guerre contre... regarde, l'Europe. Il est difficile de prendre l'Europe au sérieux. Tu sais, Mark Rutte, il y a 2 jours, je pense, disait « si une nation européenne ou l'Europe collectivement pense qu'elle peut se défendre seule contre la Russie, tu ne peux pas. Vous avez besoin des États-Unis. L'Europe est incapable de se défendre sans les États-Unis. C'est la même chose avec la politique étrangère. Tu sais, la politique étrangère européenne a toujours été, en quelque sorte,
tu sais, un adjuvant des États-Unis, tu sais, une extension des États-Unis, un soutien aux États-Unis. Et maintenant, les Européens sont dans une situation où ils essaient, tu sais, d'être adultes. C'est comme avoir une bande d'enfants qui jouent à se déguiser, tu sais, pendant le week-end, et ils portent les vêtements de maman et papa, et ils font semblant de prendre le thé et tout ça. Et puis ils disent, non, nous allons être des adultes. Mhm. Et c'est comme vraiment, il faut équilibrer un budget, trouver un emploi, gagner de l'argent, nettoyer la maison, cuisiner. Tu ne peux rien faire de tout cela. Et c'est la réalité de l'Europe. Ils ne peuvent faire aucune des choses nécessaires pour être une grande puissance. Ils n'ont aucune capacité de politique étrangère coordonnée. Ils n'ont aucune capacité militaire du tout. Je veux dire, c'est un peu triste parce que l'Europe a un potentiel économique énorme. Elle a une grande technologie, elle a, tu sais, une capacité de production, mais ils ne peuvent pas tout rassembler parce que la réalité est que l'Europe est factice. C'est juste un concept factice. Ils ont essayé de créer quelque chose appelé Europe, Oui. qui était censé être l'équivalent de ces 50 États des États-Unis d'Amérique. Tu sais, ils allaient rassembler les nations européennes dans cette Europe unie. Ça n'a jamais marché. L'Europe a toujours été une collection d'États souverains, sauf que les États souverains ont oublié comment être souverains. Je veux dire, ils ont cédé tant de leur souveraineté à Bruxelles qu'ils se sont eux-mêmes neutralisés. Ils sont littéralement juste des castrats, incapables de quoi que ce soit, et ils ont tout abandonné et n'ont rien obtenu en retour. Et c'est juste cette entité factice, incapable de maintenir une politique étrangère, incapable de maintenir une politique de défense. Et c'est une blague. Je veux dire, c'est ça le plus triste, c'est que c'est une blague absolue. Et tu sais, l'Ukraine paie le prix pour cela. Je veux dire, tu sais, les États-Unis ont fait semblant de dire, tu sais, nous allons coordonner avec nos alliés européens. Nous allons mettre les Européens de notre côté et tout ça. Et les Européens pensaient qu'ils étaient grands, mauvais et qu'ils étaient pertinents. Et puis maintenant, les États-Unis en ont assez de ce jeu et l'Ukraine dit, eh bien, ça va. Nous avons les Européens. Et les Européens sont comme, vous nous avez. L'Amérique est derrière, non? L'Amérique, c'est l'Amérique. L'Amérique est encore là derrière? Nous sommes ici. L'Amérique est encore là derrière? Non, l'Amérique n'est pas là derrière. Nous ne sommes plus ici. Je veux dire, ils se sont simplement retirés. Ils n'ont rien. Et c'est triste de voir un continent se neutraliser lui-même. Je veux dire, tu sais, Trump a parlé d'effacement civilisationnel C'est le cas. Tu sais, ouais. Et c'est ça le truc. L'une des rares choses que Trump ait réellement compris, tu sais. C'est vrai. Et ouais, son. Oui, tu sais, trop de fenêtres ouvertes, je suppose, ou d'onglets. Nous pouvons lire sur les lèvres, mais nous ne pouvons pas t'entendre. Oui, je ne suis pas doué pour ça. D'accord. Il dit F et continue. Tu sais, André, pendant que Garland règle ça, tu sais, là, si, je pouvais écrire 2 livres. Je veux dire, regarde, toute cette affaire d'opération militaire spéciale est, tu sais, j'ai mon historien en moi, mais un livre qui... Vous savez, une chose dont j'aimerais écrire est l'évolution de la guerre des drones, dont nous avons parlé. Mais l'autre est la suppression russe de R. La défense aérienne ennemie. Toute la façon dont la Russie a procédé. Bien sûr, absolument. C'est un. Et ils étaient. C'est un chef-d'œuvre dans le domaine militaire, et pas seulement ça, mais l'ensemble. C'est ce que je suis en train de préparer. J'ai rassemblé mes amis de Russie et Diana m'a dit, oh, peu importe, vous savez, je serai accusé de promouvoir le point de vue russe de toute façon. Alors, oui, allons-y. Nous sommes en train de former l'équipe pour écrire parce que c'est un changement si dramatique et tout. Et j'ai écrit 4 livres là-dessus, et même à ce niveau, c'est juste, mon Dieu, nous sommes au-delà de ça. Et cela serait très intéressant, absolument. Nous devrions écrire cela, vous savez. Nous devrions en quelque sorte coopérer là-dessus, parce que, surtout que j'attends toujours que Ben Hodges accepte de débattre avec moi. Je vais probablement attendre encore 1 an ou 2. Alors, Mario Nofal a dit, oh, tu veux parler à Ben Hodge? J'ai dit, oh oui, j'adorerais, et toujours pas de réponse. Mais le point est que oui, Siad, c'était une combinaison, et ce que nous avons maintenant, c'est comme si l'Ukraine était finie. C'est fini. En gros, l'État n'existe plus, et c'est... Le fait est qu'ils voulaient que cela fasse aux Russes, mais d'une certaine manière, cela s'est retourné de 360 degrés pour eux, presque en 180 degrés, et ils l'ont obtenu.
Je veux dire. Donc, je regarde ce qui se passe et ce qui arrive en ce moment, c'est juste. Mon Dieu, c'est. Garland, êtes-vous là? Nous pouvons entendre vos mouvements. Eh bien, nous avons entendu un boom. Êtes-vous là? Non, il ne nous entend pas maintenant. Non, on est. Il est. Non, oui, ne peut pas entendre. Il a probablement perdu. De toute façon, ouais. Cela doit être écrit et il y a très peu de personnes mieux qualifiées que vous et moi et F. Je ne sais pas. Je veux dire, je trouve cela. Enfin, il y a un livre écrit sur le renseignement technique britannique. Quand j'étais je pense que ça s'appelait Most Secret War. Mais quand je suis allé en Israël, je travaillais avec le renseignement technique israélien sur les missiles Scud irakiens. Et ils ont tous. C'était une lecture obligatoire pour eux. Et vous savez, quand vous lisez ce livre et que vous le voyez, encore une fois, les Russes ne nous ont probablement jamais laissé, vous savez, nous laisser l'écrire. Mais j'encouragerais l'écrit ici. L'histoire du renseignement technique russe, comment ils ont, vous savez, comment l'Occident a commencé à introduire toute cette technologie et comment les Russes ont essentiellement, vous savez, acquis des morceaux de celle-ci. L'analyse des débris et ensuite trouver les solutions techniques à cela. Vous savez, nous parlions de l'Iran. D'après ce que je comprends, encore une fois, je ne peux pas prétendre avoir une connaissance absolue. Mais vous savez, non seulement les Russes ont fourni la capacité de surveiller Starlink. Starlink, ouais, c'est Borchevik. Le nom de cette chose s'appelle Borchevik et elle était déjà utilisée il y a 3 ans. Elle avait une portée de 10 km. Je suis assez sûr qu'elle a maintenant une portée bien plus grande que ça. Eh bien, mais ils l'ont, vous savez, donné aux Iraniens et les Iraniens, vous savez, ont fait un carton avec. Mais d'après ce que je comprends aussi, c'est que vous savez que Donald Trump n'est pas le plus malin et Pete Hegseth non plus. Mais quand ils ont effectué leur frappe prévisible avec les B-2, les F-35 et les F-22, ils ont tout révélé. Et ce que je veux dire par là, c'est la collecte technique qui a été faite contre les États-Unis lors de cette frappe par la Russie, et que l'une des choses qui aurait pu être dite à Trump, c'est si vous essayez de répéter cela, vous allez perdre un B-2 ou peut-être quelques-uns. Donc, il ne faut surtout pas réessayer. Et c'est ça, l'une des raisons pour lesquelles cette attaque pourrait ne pas se produire parce que tout le monde se demande où est la Russie. Et j'ai dit, je pense que la Russie est impliquée de manière que vous ne voyez pas. Ouais. Et encore une fois. Et le monde. Ce B-2 est entré, il a été autorisé à larguer la bombe et c'était la chose et c'est à ce moment-là. Les gars, est-ce qu'on est toujours connecté avec vous? Vous m'entendez maintenant? Oh oui, nous pouvons vous entendre. Hourra! D'accord, bien. Continuez. Youpi. D'accord, continuez. D'accord. Donc oui, la signature était... oui, ils ont obtenu la signature et la signature est à la fois passive et quelle que soit son utilisation. Donc c'est simplement CCF. Et puis les Russes ont trouvé une solution à cela. Et je pense que les Russes ont fourni cette solution aux Iraniens. Et je pense que les Iraniens ont. Cela a été communiqué aux États-Unis, que tu ne pourras plus faire ça à nouveau. Et si tu le refais, tu vas perdre ton atout aérien le plus précieux. Ce sera humiliant pour toi et déstabilisant car en ce moment, le monde pense que tu as le B2 qui peut aller là-bas et faire ça. Ouais. Et quand les deux seront abattus, qu'est-ce qui te reste? Et donc, je pense que c'est une autre raison pour laquelle Trump est en quelque sorte. Se retire, ouais. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des manœuvres des services spéciaux, toutes sortes de types du renseignement qui communiquent entre eux. C'est comme Narishkin a parlé à cette dame Metereveli, tu sais, qui est maintenant là-bas. Eh ben, elle est pas Metereveli, en fait. Elle est Dobrovolska. Elle se cache derrière un nom géorgien parce que, évidemment, son nom du côté de son père. Côté il était le collaborateur avec les SS, avec les nazis, tu sais. Donc, c'est très, tu sais, mais... et puis, ils ont parlé. Ils ont parlé longtemps. Évidemment, Narishkin ne disait pas juste des banalités. Il disait que quand tout ça est ça, et ne fait pas des choses stupides. Donc, tu sais, c'était l'avertissement. Et donc, après ça, ils sortent en public, mais la dernière déclaration de Narishkin, qui bien sûr, j'avais ce conflit prolongé, y compris, beaucoup de gens ne savent pas, personnellement, il m'envoyait toutes sortes de choses. Je me gratte juste la tête. Ce pastole qui montrait des photographies de quelque chose que personne ne sait ce que c'est et montre, en gros, essayant de exprimer ses opinions sur Oreshek. Monsieur Narishkin fait une déclaration. Mais bien sûr, nous comprenons, monsieur Narishkin ne sait rien à ce sujet, pas plus que ce professeur du MIT. Monsieur Narishkin, il est juste, tu sais, directeur du SVR. Qu'est-ce qu'il sait, tu sais? Alors, cependant, il est sorti il y a 2 jours et il a dit, nous avons maintenant des retours positifs, leur frappe, et l'effet a totalement stupéfait. Pas même la première fois.
La première fois, ils étaient comme, oh, ouais. La deuxième fois, quand il est arrivé, c'était, ouais, le sommet politico-militaire de l'OTAN était stupéfait, des États-Unis aussi. Donc, c'est dramatique, bien sûr, et les gens sont toujours. Et encore, c'était ça le truc. J'ai parlé à mes contacts, mes amis, et tu sais, ceux qui sont vraiment dans la missilerie, qui ont des doctorats en physique et en ingénierie, tu vois, ces colonels, des gens d'apparence drôle. Tu sais, alors, et ça se répète, et Vladimir est sorti, ce n'est pas Roubège, ce n'est pas Roubège, c'est autre chose en totalité. Et quoi que ce soit, tu sais, c'est ça le truc, tu sais, et cela a été démontré, et évidemment, la chose la plus terrifiante pour eux, c'est qu'ils ne peuvent vraiment, en fait, le suivre. Un point, c'est tout. Ils ne peuvent tout simplement pas. Mhm. Une fois que tu as la torche, tu as Svir. Les États-Unis ont leur meilleur système, le deuxième meilleur est le russe, des systèmes d'alerte précoce. Svir est pratiquement, tu sais, comme partout. Ils voient immédiatement. La torche, ils opèrent en infrarouge, tu sais, en optique directe, en ultraviolet et tout ça, comme beaucoup de systèmes d'alerte précoce. Enfin, pas beaucoup. Il n'y en a que deux, vraiment. Un Américain qui est le meilleur et le deuxième meilleur est le russe. Le reste des gens, ils ne sont même pas proches de là. Donc, ils voient la torche, mais c'est ça tout le problème. Une fois que la torche est en l'air, elle disparaît et ils ne peuvent pas voir. C'est aussi simple que ça. Parce qu'elle accélère jusqu'au Mach, peu importe ce que c'est, personne ne sait. Ils disent Mach 10 plus. Et la même chose va se passer avec Avant-Garde. Ils s'arrêtent là. Ils savent que quelque chose vole. Ou, c'est pourquoi le Dôme d'Or, tout le monde en rit. D'accord, construisez-le, peu importe. Si vous avez de l'argent, c'est quoi ce délire? Ça n'a pas d'importance, tu sais. Tu ne vas pas le voir, tu sais. Non, je veux dire, encore une fois, je n'ai pas, tu sais, de grandes sources. Je dois être vraiment prudent. Comme tu le sais, je voyage beaucoup en Russie. Ouais. Donc, mon travail n'est pas de développer des sources d'informations à l'intérieur de la Russie. Et donc, je suis très, très prudent pour ne même pas être vu comme essayant de faire ça. Donc, je surveille juste la presse et les choses. Ouais, c'est ce que nous faisons tous. Ouais. Ouais, mais tu sais, les développements de moteurs de fusée à propergol solide, les développements de propulsion qui ont été maîtrisés par l'Institut de technologie thermique de Moscou, tu sais, ils sont en partenariat avec une installation de production de moteurs de fusée à propergol solide qui est située, tu sais, juste au sud de Moscou, expérimentale. Mais apparemment, cet Oreshek a une première étape qui est juste, il l'accélère de manière hyper, car l'un des objectifs d'Oreshek, et tu sais, c'est le même avec d'autres missiles russes. Tu sais, les États-Unis faisaient la publicité de notre capacité à saturer les zones de lancement avec des drones ou d'autres munitions errantes. Oui. Qui pourraient abattre des missiles dans leur phase de lancement. Et donc, ce que les Russes ont fait, c'est qu'ils ont essentiellement construit un missile pour sortir de Dodge très rapidement. C'est comme, boum, disparu. Vous ne pouvez même pas le toucher, ce genre de choses. Et il y a aussi autre chose qui me vient à l'esprit. Parce que tu viens de mentionner, tu sais, les services de renseignement qui se parlent. Et encore une fois, je n'en ai aucune preuve. Il n'y en a absolument aucune. Je sais cependant que l'une des rares choses potentiellement révolutionnaires qui se passait à la fin de la guerre froide était que les Russes développaient une nouvelle version du SS-20, le mode 4, qu'ils surnommaient un peu le Tchoukotka, et je prononce peut-être mal, mais Tchoukotka est une région, je suppose, dans l'extrême-orient lointain. Tchoukotka, oui. Et ils allaient mettre un régiment de SS-20 là-bas et en étant situé. Il y a encore une base là-bas. C'est abandonné, mais il y a une base là-bas. Eh bien, je pense que ça va probablement devenir une base Oreshek. Pourquoi? Parce que c'est la fin de Fort Greely, vous savez, où se trouvent nos 41 intercepteurs basés au sol. Ils sont partis. Et je pense que les Russes ont également indiqué aux États-Unis que, vous savez, sur le Groenland, si vous mettez Golden Dome au Groenland, il n'existera pas parce que nous allons simplement oui, c'est ce que installer une présence russe. Et vous allez. Donc vous pouvez dépenser $1 billion pour construire Golden Dome qui ne fonctionnera pas. Mais même si c'était le cas, ça ne fonctionnerait pas parce qu'Oreshek ne peut pas être abattu et cela détruira toute l'infrastructure de Golden Dome et la guerre sera terminée. Vous savez, j'espère juste que Donald Trump écoute cette info parce que les Russes, je crois, veulent de la stabilité. Les Russes ne veulent pas d'une nouvelle course aux armements. Ils ne veulent pas suivre cette voie. Ils veulent juste la stabilité et ils font de leur mieux pour. Mais il faut être prudent car on ne peut pas humilier les États-Unis. Oui, voilà, c'est ça. La Russie parlera aux États-Unis, quoi qu'il arrive. C'est comme aujourd'hui, je publie ce truc à propos de « Oh, regarde ça,
Les États-Unis obtiennent toujours leur uranium de la Russie, bien sûr, à travers les exceptions aux sanctions. Et tu regardes ça, et le monde occidental tout entier dépend essentiellement de la Russie pour l'uranium, et les États-Unis sont le plus grand acheteur. C'était 1,808 milliard de dollars en 2023. Aujourd'hui, c'est 1,250 milliard de dollars. Et c'est ce point-là que je défends toujours face à tous les trolls. J'ai toute la 77e brigade du Royaume-Uni qui travaille contre moi sur ce sujet. Donc, vous savez, c'est opération psychologique et choses de ce genre. Il ferait mieux d'apprendre à mieux faire que d'essayer de le faire avec moi. Mais dans un sens, la question est de savoir si la Russie est réellement intéressée à déstabiliser ce projet de déstabilisation des États-Unis. Non, absolument pas. C'est tout l'enjeu. Certains idiots pensent encore que le Kremlin est assis et rêve juste de la désintégration des États-Unis. Non, ce sera un cauchemar. Je veux dire, peux-tu imaginer avec le gigantesque potentiel nucléaire et la centrale nucléaire et les armes, et tu as les États-Unis et cette énorme flotte de... peux-tu imaginer ce que ça va être? Je veux dire, la seule raison pour laquelle l'Union soviétique s'est désintégrée pacifiquement, c'est parce qu'à l'époque, relativement pacifiquement, bien sûr, nous, je ne serais pas là. Parce qu'à cette époque, les États-Unis avaient de vrais diplomates. James Baker, ils avaient l'estimé Jack Matlock, des gens de très haut niveau intellectuel, cultivés, comprenant ce qui se passe. Bien sûr, George H.W. Bush étant directeur de la CIA, cela a pu aider quelque peu, disons-le ainsi. Cette fois-ci, quand on observe de près les élites américaines, ces idiots n'essaieront même pas de déclencher une guerre civile ou quoi que ce soit du genre. Je ne sais pas. Je ne crois pas à une guerre civile aux États-Unis, mais la désintégration est ce qui me terrifie. Et pour la Russie, pour les Russes aussi. Vous voyez, il y a ces gamins de 15 ans qui disent « Ouais, on va montrer aux États-Unis. » Non, les États. La Russie continuera à offrir des issues. Tu sais, Scott, avant que nous, je veux vous demander quelque chose à tous les deux avant de partir. Je vais poser la même question maintenant. Comme nous le savons, malheureusement pour les Russes, vous devez comprendre que Zelensky a donné des ordres à son armée pour tuer des dizaines de milliers de Russes. Donc, en ce qui me concerne, je suis sûr que les Russes cherchent un drapeau blanc pour pouvoir, vous savez, abandonner et vous savez, certainement se rendre à la puissante armée ukrainienne. Cela dit, aujourd'hui, c'est le 27 janvier, ce qui est une date intéressante. Car si je ne me trompe pas, je pense que c'est le jour où le siège de Leningrad a pris fin, n'est-ce pas? Et avec Scott et moi, j'ai eu la chance, quel moment merveilleux Scott et moi avons passé en Russie, et nous sommes allés à ce qui était alors Leningrad, ce qui était alors Saint-Pétersbourg, et nous sommes allés au musée, et nous avons vu cela. Et nous, c'était incroyable. Mais voilà ce que je dis, Scott. En regardant cela, en considérant l'héritage du courage russe et en se levant et en combattant pour la patrie et en se sacrifiant, vous savez, les gens qui pensent que d'une manière ou d'une autre, les Russes vont simplement jeter l'éponge et laisser, vous savez, les Ukrainiens garder ce qu'ils veulent et peut-être juste avoir une petite zone tampon et ils sont fous. Et en regardant cela, je suis parti de là, je me suis dit, les Russes ne renoncent à rien, ils vont. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quitté ça et je me suis dit, oui, ils ont cet héritage. Ils ont souffert et ils ne vont pas laisser quelqu'un venir à leur porte en Ukraine et les menacer. Scott, tes réflexions sur la fin du siège de Leningrad et comment cela affecte la façon dont tu vois les choses aujourd'hui, si c'est le cas? Tu sais, tout d'abord, c'est quelque chose que je ressens que je ne sais pas si tu me regardes, Garland, quand je vais dans ces endroits, mais tu sais, j'essaie d'être monsieur. Dur à cuire, mais je pleure tout le temps. Chaque fois que je vais à l'un de ces mémoriaux, je me mets à pleurer parce que cela me submerge, le sacrifice et le courage qu'il faut pour faire ce sacrifice collectivement et individuellement. Et j'ai aussi, tu sais, quand je suis allé là-bas pour la première fois, Alexander Zorianov, mon bon ami, tu sais, il m'a emmené dans tous ces endroits. Et là, la chose qui m'a été transmise n'était pas seulement ce qu'ils ont fait dans le passé, mais tu as vu ça, Garland, comment ils honorent collectivement cette mémoire aujourd'hui. C'est une partie de l'ADN du peuple russe. Et le peuple russe, collectivement, ne déshonorera pas ce qui a été fait, et ils mourront eux-mêmes pour préserver cet honneur. Ils soutiendront cet honneur. Maintenant, les Russes ont de la chance d'avoir aujourd'hui un gouvernement dirigé par un homme qui comprend ses sacrifices, mais ce n'est pas. Il ne demande pas à la Russie de faire le même niveau de sacrifice. C'est un homme qui a bien géré l'équilibre des aspects économiques tout au long de ce conflit. Souviens-toi, la Russie, tu sais, a subi les sanctions imposées et pourtant ils doivent
Oui, nous voilà à, tu sais, Argev. Arzev, oui. Tu sais, ce que les gens ne peuvent pas voir, ce sont ces signes là-bas. Et tu sais, il y a l'histoire de quand un soldat est mort là-bas, en fait, les âmes dans le sol. Et donc ici, vous avez les âmes des soldats sortant du sol pour créer ce soldat qui regarde vers le bas. Et encore une fois, les gens doivent comprendre que ce monument Arzev est un nouveau monument que pendant des décennies sous le régime soviétique, les soviétiques ont glorifié la bataille de Stalingrad et la victoire là-bas. Bien sûr qu'ils l'ont fait, c'était une victoire merveilleuse, mais Stalingrad a été largement remporté grâce à Arzev, grâce au sacrifice fait à Arzev par ces soldats soviétiques. Absolument. Qui ont cloué les Allemands sur place, ont forcé les Allemands à, tu sais, maintenir des troupes là-bas, des divisions qui auraient pu être détournées pour soulager. Stalingrad ne pouvait pas. Mais les Russes ont perdu tant de soldats, les Soviétiques, qu'ils ont juste gardé le silence, et ce n'est que récemment que je fais semblant de parler à quelqu'un, mais C'était il y a 10 ans, une autre époque. Mais ce n'est que récemment qu'ils ont, tu sais, Poutine a dit, nous allons honorer ces soldats. Et c'est juste incroyable. C'est un autre endroit où je marche comme tu marches. Tu peux juste sentir, tu sais, les âmes du sol qui tendent la main et te traversent. La Russie ne va pas nous déshonorer. Ils ne vont pas renoncer à cela, mais ils ont maintenant un leader qui ne leur demande pas de se sacrifier par millions. Il a fait un travail brillant avec l'économie. Tu sais comment. Les gens ne comprennent pas cela, et moi non plus, parce que je ne suis pas économiste, mais pour soutenir une économie de marché de style occidental, sous sanction, tout en se séparant de l'Occident, c'est du niveau génie ce que les Russes ont fait ici. La transition vers l'industrie de la défense, qui a été réalisée presque de manière transparente, permettant de maintenir une économie de marché civil, tandis que la Russie passe à une production de niveau de guerre. Encore une fois, c'est du niveau génie économique. C'est monsieur Belousov. Ce n'est pas Poutine, c'est Belousov. Oui, mais c'est lui le cerveau. C'est lui le cerveau derrière tout ça. Il est maintenant ministre de la Défense, bien sûr. Exactement. Mais Poutine est le directeur. Il est. Oui, bien sûr. Et puis la façon dont l'armée russe s'est adaptée. Je veux dire, c'est l'armée la plus adaptable du monde aujourd'hui. Comment ils apprennent une leçon et prennent les offres sans problème. Ils mènent une bataille ou une campagne, prennent des officiers de là et les envoient directement à l'académie où les officiers transforment ensuite ce qu'ils ont appris en théorie, en doctrine, puis le diffusent. Et au moment où ils retournent au front, c'est déjà en cours de formation dans les centres d'entraînement pour se mettre à jour et juste ce niveau. Vous savez, l'idée que la Russie perd 35 000 soldats par mois est ce que, vous savez, les Ukrainiens prétendent. C'est une idée absurde, une absurdité. La raison pour laquelle ils ont avancé le chiffre de 50 est, politiquement parlant, à cause des Ukrainiens. Encore une fois, les Ukrainiens mènent cette opération psychologique britannique appelée « Garder l'Ukraine dans la lutte ». Et le seul moyen de garder l'Ukraine dans la lutte est de convaincre les gens qu'ils peuvent surmonter le fait que les Russes, encore aujourd'hui, recrutent entre 30 000 et 40 000 gars par mois. Oui, et donc les réserves s'agrandissent. Personne ne parle des réserves qu'ils sont en train de constituer. Et ce n'est pas uniquement pour l'opération militaire spéciale. Vous savez, comprenez que la Russie constitue un nouveau corps en dehors de Leningrad. Et Finlande réfléchit à ça. Dans l'Arctique, ils renforcent leurs forces là-bas, ils renforcent l'Extrême-Orient. Donc, il n'y a pas que les troupes qui partent pour l'opération militaire spéciale. La Russie renforce chaque aspect de son armée. Des troupes modernes, bien formées, bien équipées, avec une doctrine efficace, sont mises en place. Les Ukrainiens ne peuvent pas dire la vérité, à savoir que les pertes russes sont les plus faibles depuis le début de cette guerre. Je pense qu'il pourrait y avoir eu une petite hausse. Il m'a été en quelque sorte suggéré que les Ukrainiens sont très bons, disons-le ainsi. Ils sont très bons dans la guerre par drone. Et ils ont développé cette tactique appelée le mur de drone, où ils peuvent essentiellement, dans une zone donnée, essentiellement déployer un mur de drone qui arrête tout et rend la vie infernale pour les personnes présentes. Mais même avec le mur de drone, on ne parle pas du niveau de perte dont il est question. Nous parlons de centaines de pertes russes. C'est beaucoup, vous savez, mais ce n'est pas. Mais si les Ukrainiens disaient la vérité sur le nombre de troupes qu'ils perdent par rapport à ce qu'ils infligent aux Russes, l'insoutenabilité de cet effort deviendrait claire. Donc, ils ont cette propagande. Ils ont ce type Magyar qui est leur spécialiste des drones. J'ai tué 35 000 Russes en un mois. Je peux le prouver. Vraiment.
Et maintenant, mais ils réalisent, eh bien, ce n'est pas suffisant parce que mathématiquement, les Russes en amènent 40 000, donc ils sont encore. Donc, nous devons en tuer 50 000. Alors maintenant, vous avez Zelensky et Fedorov, le nouveau ministre de la Défense. Ils disent qu'ils vont le faire. Eh bien, ils ne vont même pas s'en approcher, mais tout cela fait partie de l'opération de guerre psychologique. Ça, mais la Russie. Les Britanniques sont maintenant. Oui, les Britanniques sont maintenant en charge. On a vu comment les Britanniques ont organisé Kursk. Ils ont tué 80 000 des leurs là-bas. Donc, c'est ça la planification britannique, d'accord? Et donc, c'est une toute autre histoire, vous savez. Donc, et dans un sens, c'était vraiment une décision intelligente de la part du Pentagone à ce moment-là, en disant, vous savez quoi? Maintenant, c'est à vous. Vous savez, allez-y, et ces gars-là, les Britanniques pourraient. Ils ont toute la brigade comme armée. Waouh, vous savez, ils disent, oui, allons-y, bottons-le derrière des Russes. Ils se précipitent dans la région de Kursk. La seule chose où ils se distinguent là-bas, ce sont les atrocités contre la population civile et là-bas. Encore une fois, beaucoup de gens ne comprennent pas, ils ont perdu 80 000 personnes dans la région, ce qui fait 159 miles carrés, soit légèrement moins que New York dans le. Donc pas l'État, la ville de New York, vous savez. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela et c'est comme Scott l'a justement noté. Écoutez, je suis citoyen américain d'abord, malgré le fait que je sois russe, et je ne veux évidemment pas donner l'impression que je développe des sources et quelque chose comme ça. Je ne veux pas que, vous savez, les gens m'arrêtent là-bas, vous savez. Donc, mais oui, il y a certaines lignes de communication, par exemple, je connais des personnes au niveau tactique et opérationnel élevé, mais nous ne communiquons pas directement. Je sais ce qu'ils diront et surtout, je sais ce qu'ils ne diront pas. Et il y a, vous savez, une sorte de communication indirecte entre nous. Donc, mais je sais quand ils se taisent, donc c'est un peu, vous savez, ce truc. Et quand vous regardez intensément ce qui se passe et que vous regardez les chiffres, une des raisons de l'hystérie est que les troupes russes, après Gerasimov, monsieur, Gerasimov, chef de l'état-major général, était là il y a 2 jours. Il a passé en revue l'opération. Et oui, il a déclaré cette chose très intéressante, que, en fait, l'armée russe a maintenant libéré Kupiansk-Uzlovaya. Ce n'est pas le Kupiansk proprement dit. Le Kupiansk proprement dit est libéré, malgré le fait qu'il continue de se montrer défiant, vous savez, avec des bêtises. Mais Uzlovaya est la clé. C'est un énorme nœud ferroviaire si vous regardez l'intensité. C'est pourquoi on l'appelle Uzlovaya, ce qui signifie quoi en russe? Vous avez d'immenses zones de tri ferroviaire, vous savez, ces choses-là. Elle a été libérée et c'est une ville à part entière. Elle est aussi grande que Kupiansk. Et donc, beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point c'est important. Mais quand vous leur dites ça, oh, d'accord, maintenant Zaporizhia, oh, d'accord, à 11 km de la périphérie, et vous n'avez que cet arc, l'arc de la dernière ligne de défense. Les Russes vont-ils le tenter? Bien sûr qu'ils vont le tenter. Mais il n'y a pas besoin de se précipiter. On ne fait pas ces choses stupides, vous savez. Vous attendez simplement et vous vous contentez de. Et oui, maintenant c'est officiellement confirmé, j'en ai parlé hier, tranche de 18 à 24 ans, c'est quand-il? C'est ce que les Britanniques voulaient désespérément et certains généraux américains comme Kellogg, vous savez, le type. Alors ils voulaient ça, ils ont commencé à mobiliser ces jeunes et devinez quoi? Dans l'oblast de Sumy maintenant, c'est confirmé, ce n'est pas un secret, c'est partout sur les chaînes Telegram et les gens disent beaucoup de cadavres de 18 à 24 ans. On ne peut pas préparer un gamin de 18 ans, vous savez, même s'il est fanatique. Mais encore, vous avez vu vous-même comment ils les enrôlent, ils les kidnappent essentiellement dans les rues, et ce ne sont pas de vrais soldats. Ils essaient essentiellement de combattre les pitbulls des groupes puissants de Russie. C'est juste, leur espérance de vie est extrêmement faible dès qu'ils arrivent sur la ligne de front, c'est juste pourquoi. Bon, merci à tous les amis. Tout le monde, allez sur scottritter.com, c'est le site de Scott où vous pouvez trouver tous ses bons travaux. Il a beaucoup de choses parmi lesquelles vous pouvez choisir. The Russia House et Ritter's Runs et toutes ces choses-là. Allez sur scottritter.com. André Martianov de plus. André a son blog Reminiscence of the Future et aussi Smoothie 12 qui est sa grande chaîne YouTube. Assurez-vous d'y aller et de vous abonner. Merci beaucoup les gars. J'apprécie vraiment que vous soyez venus. Au revoir les gars. D'accord. Merci. Merci beaucoup. D'accord, tout le monde. Merci beaucoup. Assurez-vous de partager cela sur toutes vos plateformes de médias sociaux. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié.
Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit.